Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous forme de fiscaloscopie mais à la fois de stratégiscopie qui va s'intéresser aux leçons à tirer en matière de création de contenu et se poser la question. Est-ce qu'un contradicteur est-il automatiquement un hater? Donc pourquoi l'intérêt de cette vidéo, c'est pour partager une expérience qui s'est passée sur les réseaux sociaux suite aux commentaires mis sur un post et où on voit toutes les problématiques liées à la création de contenu et notamment au jeu de la création de contenu. Et je souhaitais faire une vidéo pour essayer de tirer la valeur d'une expérience sur LinkedIn en espérant que cela puisse vous aider. Ce qu'on va essayer de regarder concrètement, ça va être relativement simple. On va d'abord s'intéresser au post à l'origine de l'histoire, qui va être le point de départ, mais qui va permettre également l'illustration. C'était un post qui a de surcroît le plus marché sur LinkedIn depuis que je suis sur LinkedIn, et qui était une sorte de mini-fiscaloscopie. Alors la fiscaloscopie, c'est quoi? C'est généralement un format vidéo que je fais. Je me suis inspiré du terme de Stéphane Edouard pour les vidéoscopies, j'ai appelé ça les fiscaloscopies, où en fait on se base sur un contenu qui est diffusé sur Internet, on le décortique. Je te passerai l'exemple de la dernière fiscaloscopie qu'on a eue, et beaucoup de personnes s'étaient fait avoir par ce contenu. Mais en soi, c'est se concentrer sur ce qui est dit et expliquer pourquoi cela ne marche pas. Et j'avais fait ce format sur LinkedIn. Et le but des fiscaloscopies va être d'éviter la propagation d'informations fausses où certains entrepreneurs peuvent se baser sur un contenu en se basant uniquement sur la quantité de followers, la visibilité des personnes qui donnent une information fausse, mais avec l'apparence de la réalité où beaucoup de personnes peuvent se faire piéger. Donc le but est principalement d'éviter la propagation d'informations fausses et on verra le cas concret juste après. Ensuite, on va s'intéresser aux problèmes des réseaux sociaux et LinkedIn en particulier, puisque ça s'est passé sur LinkedIn. C'est d'être pris dans la course du contenu pour créer du contenu et du contenu. Tellement que, en réalité, au bout d'un moment, on se trouve à parler de tout et n'importe quoi pour satisfaire les algorithmes et pour aller titiller un nombre toujours plus croissant de vues, alors que la visibilité, lorsque vous êtes créateur de contenu, n'est pas le facteur le plus déterminant. Et c'est une erreur que beaucoup de créateurs de contenu, que vous soyez sur LinkedIn, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Instagram, font, c'est la visibilité. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi avec des exemples concrets en espérant que cela puisse aider, en plus de se servir de cette histoire pour créer du contenu et avoir une source d'inspiration, c'est toujours plus pratique. Et également, on verra qu'un contradicteur n'est pas forcément un haters. Je devrais mettre la voix. Un haters. Et ça, c'est un gros problème, c'est parce que sur Internet, dès que vous allez prendre l'exemple de quelqu'un et que vous allez corriger ce qui va être dit, vous allez être automatiquement catalogué comme un haters, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'apporter la contradiction. C'est quelque chose qu'on dit souvent et je me suis personnellement retrouvé confronté à ce genre de choses où j'étais catalogué facilement à haters alors que effectivement on prend l'exemple d'une personne ici, Victor Laura, qui est une top voice sur LinkedIn, comme on va le voir, avec 45 000 abonnés. Et à partir du moment où on est en contradiction avec ces gens et qu'on apporte de la contradiction, il est tellement plus simple de se faire cataloguer en haters qu'en contradicteur. Et quelquefois, il ne faut pas hésiter à être dans la contradiction à condition uniquement d'apporter de la valeur. On va rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas faire une vidéo excessivement longue. Ça doit permettre d'avoir une meilleure visibilité et d'avoir pour la création de contenu une stratégie antifragile. Le post à l'origine de l'histoire, on va le commenter et on va le voir ensemble. C'était un post qui a été publié sur LinkedIn, c'est il y a un peu moins de 2 semaines de mémoire. Et en réalité, c'est un post qui a activé tous les mots-clés pour la fiscaloscopie. C'était le SEO fiscaloscopie. On a parlé de LLC américaine, on a parlé de 0% de TVA, on a parlé de résidence fiscale panaméenne dans un pays à fiscalité territoriale. Et en réalité, c'est l'ensemble des notions. Et beaucoup de gens font des erreurs de bonne foi parce que ces informations sont communiquées et quelquefois ils ne le savent pas. Même si on essaye au travers du contenu de l'expliquer, de le prouver et de le montrer,
C'est quelquefois faux. Et ensuite, j'y ai répondu sur mon profil avant de me faire cataloguer de haters. Et ça, on va le voir. Alors, le post en question, c'était celui-ci de Victor Laura qui t'aide à devenir riche fat fire. Fire pour... c'est le truc de frugaliste. Comment payer 0% d'imposition? Quand je vois ça, tu sais, moi, ça me titille. C'est le secret de ceux qui gagnent. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est pour qui? On retrouve les business en ligne. Ils font 83 000 euros de cash par mois. Ça fait 1 million par an. En France, tu dois payer 58% d'impôts, 580 000 euros. Il te restera 420 000 euros. Pourtant, tu peux garder 1 million d'euros. Alors, tout dépend si tu te verses l'entièreté de la rémunération. C'est quelque chose d'important. Lorsque tu es entrepreneur, tu peux piloter la distribution de tes revenus, chose que tu ne peux pas faire justement avec une LLC, mais ce n'est pas le sujet ici. Comment font-ils? Déjà, on revient sur l'imposition. Tu as 3 impositions, en réalité plus, FE, etc. La TVA, généralement 20%, alors qu'un chiffre d'affaires s'exprime en hors taxe. L'impôt sur les sociétés, IS, généralement 25%. L'impôt sur le revenu, généralement 30%. Tu vas chercher une structuration pour annuler les 3 impôts. La méthode qui fonctionne est création d'une LLC, entreprise américaine. En facturant à l'étranger, tu vas avoir 0% TVA. Problème TVA donne. Alors, en réalité, la TVA, et ça on l'expliquera juste ensuite, si tu as la TVA en France sur tes opérations, c'est-à-dire que que tu as une clientèle en France, si demain tu changes de société, tu auras tout de même la TVA en sachant que aujourd'hui, les processeurs de paiement depuis le 1er janvier 2024 font du tracking et vous n'avez pas envie de vous faire sauter vos processeurs de paiement pour cela. Le résultat de la LLC sans IS est considéré 100% de revenus, problème impôt société donne. Tu vas ensuite devenir résident au Panama, payer avec 0% sur les revenus étrangers, problème impôt sur le revenu donne. Cette structuration n'est pas possible pour tous, cela a un certain nombre de conséquences, tu n'es plus résident fiscal français. Qu'en penses-tu? Alors, c'est un poste qui a attiré pas mal de monde et on le voit, déjà il ne s'est pas retiré une TVA, mais on y reviendra dessus. Ce post, j'ai décidé d'y répondre sur mon LinkedIn en le taquant, en disant clairement, voilà, c'était il y a 2 semaines. Hier, je suis tombé sur une publication de Victor Laura qui, après recommander la stratégie de la coloc pour s'enrichir en immobilier, se met à parler fiscalité internationale. On le remarque bien, aucun disclaimer, aucun warning, chose qui a été changée aujourd'hui. Sans doute, il a dû avoir beaucoup de messages par rapport aux choses qu'il avait dit et il a mis un disclaimer en prétextant qu'il ne faisait que partager, donc il n'avait pas de responsabilité. C'est bien facile. Coupable, mais pas responsable. En matière de recommandations fiscales, nous sommes plus sur du gros rouge qui tâche façon villageoise que la Romanée Conti. Déconstruisons son poste. La TVA est un impôt payé par le consommateur, collecté par le fournisseur et reversé par ce dernier. Donc si tu as la TVA en France sur des prestations, c'est-à-dire que ton client est français ou européen. Avoir une LLC américaine avec des clients français égale TVA. Pour être à 0%, il faut faire une Marco Mouli. Je t'invite à regarder l'émission sur Netflix. On rappelle de surcroît que depuis le 1er janvier 2024, les processeurs de paiement communiquent automatiquement. Regardez votre facture de ChatGPT. Regardez également, par exemple, les plateformes américaines comme Skool. Les plateformes américaines comme Skool gèrent la TVA pour les créateurs de contenu qui reçoivent des paiements de clients européens alors que la plateforme est entièrement américaine. On rappelle qu'au Panama, contrairement à la France, la LLC est une société transparente, c'est-à-dire qu'elle n'est là que pour calculer produits et charges et elle transfère le bénéfice. Donc, ça serait dire comme une SCI à l'IR, elle a 0% d'impôt sur la société. Oui, puisque tout est taxé à titre personnel. On gère la LLC depuis le Panama, elle sera considérée de résidence fiscale au Panama. Ça, c'est la notion de résidence fiscale qui s'applique également aux sociétés. On en a parlé sur la vidéo de la Thaïlande qu'on a publiée mercredi. Je t'invite à la regarder, je te mettrai le lien en haut à droite. Au Panama, contrairement à la France, ils ne sont pas trop laxistes. Une fraude fiscale de plus de 300 000 $ entraîne automatiquement une peine de prison, c'est dans les textes panaméens, et une amende de 1 à 3 fois le montant fraudé. On rappelle qu'en France, lorsque vous fraudez le fisc, vous avez une pénalité de 80%. Bon, peut-être que la case prison est un objectif pour réaliser des économies sur le logement. De plus, depuis 2024, le Panama requiert d'avoir des revenus de source locale dans ses conditions de résidence fiscale. Il faut
passer 6 mois et avoir des revenus de source panaméenne. On rappelle que si vous servez d'un instrumentum américain, vous vous soumettez à la législation américaine et notamment la législation du wire fraud, c'est la fraude au virement. Vous pouvez regarder, il y a des personnes qui ont été condamnées aux États-Unis puisqu'ils servaient d'une LLC américaine pour vendre des produits aux îles Vierges, qui est un paradis fiscal, mais pour contourner la taxe d'importation. Et ce n'était pas forcément des gros montants. On est sur des montants similaires par rapport à sa simulation. Tu l'auras compris, il est bien plus fort à parler colocation, confondre rendement et rentabilité dans ces postes que parler sujet sérieusement. Alors, le rendement et la rentabilité en matière immobilière, le rendement, c'est le montant des loyers que tu reçois sur le prix de ton acquisition. La rentabilité prend en compte également la revente du bien, c'est-à-dire l'entièreté de l'opération. Si demain, tu achètes un bien et que tu rentres 10 000 balles de cash flow, mais qu'au moment de revendre le bien, tu te prends moins 20 000 parce que tu as acheté à Boozland, tu as fait de la coloc et tu as acheté n'importe comment, ben, tu vas bien avoir une opération qui aura eu du rendement positif, mais qui aura une rentabilité négative. Donc, il faut vraiment dissocier les deux opérations. Et quelquefois, tu vas avoir des opérations avec un rendement quasiment nul. Si demain, tu achètes une résidence principale, le rendement va être nul en quelque sorte. Mais par contre, si tu sors 500 000 euros de plus-value, ça sera une opération relativement rentable. À se demander si quelquefois OnlyFans n'est pas plus un réseau de professionnels que LinkedIn. Je suis surpris que sur LinkedIn, ça soit moins professionnel que YouTube, littéralement. Je trouve que les créateurs de contenu sur YouTube sont beaucoup plus professionnels que sur LinkedIn, où c'est la cour des miracles, on va dire. Et je voulais faire un comparatif entre OnlyFans et LinkedIn en disant sur OnlyFans, tout le monde gagne réellement 10 000 balles par mois, alors que sur LinkedIn, tout le monde prétend gagner 10 000 balles par mois. Sur OnlyFans, la personne est suffisamment intelligente pour parler de ses opinions politiques. On est sur un réseau professionnel, vous l'allumez, vous avez toujours un truc, Palestine, Israël, bande de Gaza et compagnie. Je vois pas ce que ça vient foutre sur ça. Va le foutre sur ton Facebook, pas sur un réseau professionnel. Mais en soi, OnlyFans est sans doute plus professionnel que LinkedIn. Et on le reprend sur les 4 dernières lignes, qui représentent en termes de mots sur l'entièreté de la publication, moins de 10% du post. Inquiétant également de voir dans son tableau que quelqu'un qui vend un accompagnement à 10 000 euros sur la reprise d'entreprise, c'est une personne qui t'apprend la reprise d'entreprise, donc de devenir entrepreneur, de passer de salarié à entrepreneur, et le mec ne sait même pas calculer la TVA. Alors, ça peut être marrant, mais sur l'erreur de calcul de TVA, il a fait 100 moins 20%. Mais ça veut dire qu'il reste 80. 80 plus 20% de TVA, ça fait 96. En fait, tu dois diviser par 1,2, ce qui fait 83. Alors, ça peut paraître anodin comme erreur, mais sur son exemple, ça fausse tous les chiffres de 3 points, ce qui n'est pas anodin en soi. Donc, le mec ne sait même pas calculer la TVA, mais il te vend un accompagnement à 10 000 balles sur ça. Il n'y connaît rien en fiscalité, il te balance ça sans aucun disclaimer en disant je n'ai pas fait vérifier, c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais maintenant il le dit. Voilà le post. Et en y répondant sur mon profil, j'ai essayé d'y apporter point par point une réponse. Comme tu l'as vu, j'ai expliqué le problème de la TVA, j'ai expliqué le problème de la LLC, j'ai expliqué l'incompréhension de la fiscalité territoriale qu'on voit très souvent. Et il y a une différence entre des revenus provenant de l'étranger, par exemple des revenus passifs, et des revenus provenant que tu aurais encaissés à l'étranger au travers d'une exploitation locale. À titre de comparaison, l'impôt sur les sociétés dans le monde est généralement mondial. En France, il est territorial. C'est un impôt sur les sociétés territoriales. Alors, ça peut paraître bizarre. Les gens vont se dire « Ah ouais, mais si on a des clients à l'étranger ». Non, la territorialité, c'est la notion d'exploitation. Et d'ailleurs, dans le Code général des impôts, on parle de notion d'exploitation. C'est l'exploitation qui détermine l'imposition généralement. Le problème des réseaux sociaux, et ça, c'est important, notamment si toi, tu veux créer du contenu, si tu veux te servir des réseaux sociaux pour communiquer, c'est que lorsque tu deviens créateur de contenu, nous sommes pris dans une sorte de spirale de la création de contenu perpétuel. Je peux en parler, je ne suis pas un gros créateur de contenu, mais je suppose un recul nécessaire.
j'ai un recul suffisant sur la partie création de contenu pour te dire que en réalité, quelquefois, tu as qu'est-ce que je fais comme prochain contenu en étant pris par les algorithmes et la régularité de l'algorithme. C'est-à-dire que le principal piège lorsque tu publies beaucoup, et notamment penser aux gens qui veulent commencer et publier énormément, c'est un gros problème parce que tu vas devoir maintenir ce degré de publication. Vaut mieux publier une fois par semaine qu'une fois tous les jours, même si tu penses que tu vas avoir plus de résultats immédiatement. Mais par contre, la question c'est est-ce que tu peux tenir une publication par jour, sauf si tu utilises des formats commentaires qui sont très intéressants, mais souvent le dissocier. Par exemple, je pense à une chaîne, ça s'appelle la chaîne de la vérité, où la personne fait du contenu, mais il ne peut pas avoir d'inspiration perpétuelle de création de contenu. Tout ce qu'il fait, c'est apporter une réponse à des commentaires qu'il a sous ses vidéos, mais dont le format est très intéressant. D'où l'utilité également du contenu que je suis en train de faire, c'est que, par exemple, ça sert pour faire un post. C'est un post sur LinkedIn qui a été vu 60 000 fois. C'est la plus grosse performance, alors que généralement, oui, sur LinkedIn, je dois être entre 1000 et sur les meilleures publications, 4000 vues. Donc, on voit que ça intéresse également. Et lorsque vous voulez avoir de la visibilité, c'est un post qui m'a permis d'avoir de la visibilité. Si tu souhaites créer du contenu, pense à être suffisamment large également, sans pour autant te perdre totalement. Par exemple, tu as, dans le cas de Victor Laura, ça parle créer un podcast, acheter une colocation, racheter des entreprises, devenir le futur Bernard Tapie. Alors, tu as du Bernard Tapie avec du crédit vendeur, de la petite société qui ne trouve pas d'acheteurs. À côté de ça, c'est la stratégie colocation full cash flow. Il faut être large, mais rester sur un certain degré d'expertise pour pas devenir ce que j'appelle un pneu mixte, c'est-à-dire n'excédant nulle part et passant à peu près partout. Il vaut mieux avoir quand même un certain degré d'expertise. Également, retiens que sur Internet, lorsque tu vas créer du contenu, tu vas avoir un piège du nombre de vues qui est, pour un créateur de contenu, la métrique la plus importante. Mais si tu te sers de la création de contenu pour favoriser ton business, pour vendre tes services, le nombre de vues n'a pas d'importance. C'est la qualité des vues. Je préfère faire 100 vues auprès de clients, et je vais expliquer avec un exemple concret qui est vraiment sur la chaîne, qu'avoir 10 000 vues et rien vendre. C'est d'ailleurs l'effet TikTok. Tout créateur de contenu cherche à avoir un maximum de visibilité, puisqu'il associe visibilité, nombre de vues à chiffre d'affaires, ce qui n'est pas forcément la réalité. La vue devient la seule métrique, et on se dit que si on double le nombre de vues, on double son CA. Alors que quelquefois, si tu restes sur un petit nombre de vues, et certes, ça fait toujours aller par rapport aux autres personnes qui peuvent avoir beaucoup plus de vues, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est le plus important, c'est-à-dire quel est ton chiffre d'affaires par nombre de vues. Cela a été notamment, et beaucoup de personnes se sont ruées sur TikTok, qui les a très mal habitués parce que sur TikTok, tu pouvais faire 1 million de vues. Mais aujourd'hui, avec le recul nécessaire, on voit qu'il y a des gens qui traquent leurs sources de revenus, qui vont traquer par plateforme, par nombre de vidéos et tout. Et lorsque tu compares, par exemple, leur chiffre d'affaires, c'était 50% YouTube, 45% Instagram et 5% TikTok. Alors qu'ils faisaient 10 fois plus de vues sur TikTok. Mais TikTok, à part vendre des choses qui abrutissent les gens, tu ne vas pas vendre des choses très haut de gamme. À titre personnel, j'avais fait une vidéo l'année dernière. La vidéo qui avait fait le moins de vues, je te dis, elle avait fait 150 vues en une semaine. Je n'avais jamais eu quelque chose d'aussi mauvais. C'était sur le vin et l'investissement dans le vin. Mais cette vidéo, elle a ramené 6 investisseurs qui avaient plus de 150 000 euros d'intérêt. 6 investisseurs qui voulaient mettre 150 000 euros dans le vin. Si j'avais cherché de la vue, j'aurais pu faire une vidéo en mode putaclic, j'ouvre un Pétrus à 10 000 balles pour en faire une sangria. Là, j'aurais eu énormément de vues. Mais est-ce que ça m'aurait permis de vendre quelque chose par derrière? Alors, dans le cas, je vendais rien, mais je le faisais pour quelqu'un avec qui je travaille. Mais si je cherchais le nombre de vues, il aurait mieux fallu que je fasse ça qu'une vidéo qui soit vue 180 fois. Pour autant, je peux te garantir
que la première vidéo rapportera toujours plus d'argent que la seconde vidéo. Il faut savoir quelle est ta métrique, est-ce que c'est le chiffre d'affaires et est-ce que c'est le nombre de vues. Généralement, le chiffre d'affaires n'est pas forcément corrélé au nombre de vues que tu fais. Et là, je veux passer sur le troisième point qui est très important parce que si vous décidez de faire du contenu, quelquefois, vous allez devoir défendre des idées. Et quoi de mieux que défendre une idée en prenant une contre-référence, fonctionner par contre-référence. Et donc, quelquefois, de s'appuyer sur le discours d'une personne, comme je l'ai fait sur Victor Laura dans cet exemple-là, on se tape de suite l'excuse Du haters, t'es un haters, t'es jaloux. On va voir ça? en détail. C'est le gros problème. C'est la confusion entre haters et contradicteurs. J'appelle cela l'excuse de la féministe genre Sandrine Rousseau qui, vous savez, quand elle est sur des plateaux de télé, c'est la poufiasse d'Europe Écologie Les Verts NUPES, qui voulait interdire le barbecue parce que c'était trop masculin de faire un barbecue. Alors, si tu allais... bon, on va pas rentrer dans ces discours-là, mais dès qu'elle est mise mal par un homme, par exemple, sur un plateau qui va relever ses inepties, au lieu de répondre sur le fond, elle va traiter le mec de misogyne, mâle, alpha, blanc. C'est l'excuse parfaite. Mais c'est exactement pareil sur Internet. C'est que lorsque vous allez apporter de la contradiction et peut-être que la personne aurait pu écrire dans l'exemple que nous avons vu, effectivement, j'ai fait une erreur, mais sur Internet, il faut faire attention, on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas faire d'erreur. Alors que montrer un signe de fragilité, reconnaître une erreur est un signe d'intelligence. C'est un signe d'intelligence parce que ça veut dire qu'on peut évoluer. Il y a des choses qui doivent évoluer, nos business évoluent, tes affaires évoluent. Être capable de reconnaître une erreur et y revenir dessus, c'est un signe d'intelligence. Mais là, on est dans la bêtise à l'état pur de mettre directement une étiquette de haters pour décrédibiliser la personne en face. À la même manière que Sandrine Rousseau qui va traiter son contradicteur de misogyne. Ben, on ne répond pas au fond, on insulte la personne. Et c'était d'ailleurs ce que disait Idriss Aberkane avant de s'appliquer à lui-même cette leçon. Quand on ne peut pas argumenter, on attaque la personne. Je vais prendre le post parce que il n'a pas apporté de réponse et en plus il m'a bloqué et en plus il m'a fait un post. Oui, je bloque mes haters, tu devrais faire la même chose et je t'explique pourquoi. Je te donne le contexte. Je fais un post sur ceux qui font ce que font ceux qui gagnent beaucoup. J'y parle de devenir résident au Panama pour payer moins d'impôts. Plus précisément, je raconte ce dont j'ai entendu parler. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit la solution pour payer 0% d'impôts. C'est un peu différent. Quel est mon objectif? T'apporter de la valeur. Donc, apporter une information fausse, c'est apporter de la valeur. On est dans la course à la création de contenu où on considère que dès qu'on crée un contenu, on crée de la valeur. Mais si la valeur que tu apportes, c'est de la merde, si le contenu que tu apportes, c'est de la merde, c'est pas de la valeur. Nous amener à réfléchir ensemble sur une réalité. Je n'ai rien à vendre sur l'optimisation fiscale entre pays, je ne suis pas un expert de la fiscalité internationale. Pour autant, si je vais sur le... Tu l'as admis à aucun moment au début de ton post. Et oui, oups, en faisant le tableau, je me suis planté sur le calcul de la TVA. Résultat, mes haters se sont sortis. Ils guettent mes erreurs. Ils assistent à mes masterclass, ils écoutent mes podcasts. En fait, j'ai du mal à les différencier d'un fan obsessionnel. Alors, c'est très marrant parce que, vous voyez, je pense que il réduit le commentaire comme quoi on s'est foutu de sa gueule parce qu'il ne savait pas calculer la TVA. La TVA, on en a parlé qu'à la fin et ça ne représente même pas 10% du poste. On a évoqué tous les points où il avait fait une erreur. Il guette tes erreurs, mais il les corrige également. Et on n'est pas là avec des jumelles à regarder le truc. Tu veux être un créateur de contenu, une personne publique, tu es une public voice sur LinkedIn, il faut accepter. Il faut accepter la critique et la critique constructive. Ils assistent à mes masterclass. Effectivement, j'avais assisté à une de ces masterclass sur la reprise d'entreprise où il prenait l'exemple d'un entrepreneur et j'ai trouvé très insultant la façon dont il a présenté pour dire, vous savez, le biais typique du survivant, si lui l'a fait, vous pouvez le faire. Et il a menti sur les chiffres en disant qu'il se versait des salaires alors qu'en fait, il y avait le remboursement de prêt dedans.
Mais de dire qu'il est passé d'un salaire de temps à 10 fois plus, alors que la personne ne se verse pas de salaire. Vous savez, le marketing typique avec l'urgence, et ces podcasts, je ne savais même pas qu'il avait un podcast. Mes haters se sont déterminés. Je peux même les classer, je t'invite à les analyser, c'est marrant. La personne typique, le mâle jaloux d'un autre mâle, qu'un autre mâle fasse mieux que lui. Alors, là, on est un peu sur la défense Sandrine Rousseau. Dommage que ça ne soit pas une femme, parce que sinon, j'aurais eu la chance d'être catalogué hater misogyne. La personne typique, qu'un mâle fasse mieux que lui. Déjà, il faudrait que tu fasses mieux que moi pour que je sois jaloux de ta réussite. Il faudrait que tu fasses mieux que moi. On peut comparer les chiffres si tu veux, si c'est l'élément. Après, l'audience, comme j'ai dit, moi je préfère me concentrer sur une petite audience, mais sortant les bilans si tu as envie. Il n'y a pas de souci. Au lieu de travailler sur lui, il va critiquer. Il va décharger son venin. C'est plus rapide que de construire. Non, je te rappelle, j'ai construit tes trucs. Il ne peut pas se planter sur un tableau. Mais tu t'es pas planté sur un tableau. Tu t'es planté dès le début sur le tableau et sur tout le poste que tu as mis. Tu n'as pas dit un seul truc qui était juste. Même dans ton calcul, tu n'as même pas été capable de soustraire la TVA correctement. Être mauvais à ce point, je pense que ce qui en a pris un coup, c'est ton ego surdimensionné. Mais à part ça, finalement, pourquoi je n'argumente pas ? Parce que là, pour argumenter, je ne sais pas comment tu aurais fait. Hein. Tu n'as pas dit un seul truc juste. Donc, un peu difficile d'argumenter. C'est difficile. Parce que oui, Victor, qui fait des milliers de posts, plus de 1000 heures de podcast, eh bien, il ne mérite pas d'être là où il est. Non, justement, j'explique que quelqu'un qui a une visibilité aussi grande que la tienne sur les réseaux a une responsabilité vis-à-vis de cette visibilité et vis-à-vis de son audience. C'est de ne pas raconter de la merde et d'affirmer des choses sans l'avoir fait vérifier, sans avoir mis le moindre disclaimer sur des choses qui font bien évidemment plaisir. Qui n'a pas envie de payer, qui n'a pas envie d'être à 0% d'impôt ? Mais une personne qui voit ça, il va se dire, tiens, je vais faire une LLC, je vais trouver sur Google et je vais vendre en France, comme ça j'aurai plus de TVA et j'aurai que l'impôt sur le revenu. Tu envoies les gens au casse-pipe. C'est une responsabilité que tu as et c'est du respect vis-à-vis de cette communauté que tu as et de la visibilité que tu as. Et il ne faut pas se dérober. Pourquoi je bloque mes haters ? C'est plus facile de bloquer et plus rapide. Heureusement que pour un frugaliste, l'option de bloquer les gens n'est pas payante, parce que là, tu bloquerais peut-être un peu moins. Côté forme, un dialogue ne commence pas par une agression où l'on veut humilier quelqu'un publiquement. Est-ce que je t'ai insulté ? J'ai même rappelé que tu étais une top voice. En énergie, l'humiliation est la vibration la plus basse. Tu ne peux pas faire pire. Cette énergie, je n'en veux pas. Mon quotidien est déjà assez sous pression. De plus, je n'ai rien à gagner en argumentant avec des personnes qui ont pour seul objectif de me tirer vers le bas. Comme je l'ai dit, je pense que la seule chose qui a été tirée vers le bas, c'est ton ego. Ce que je voulais tirer vers le haut, c'était à minima ta compétence. Mais ton ego, oui, visiblement, ça te gêne qu'on te montre que tu as tort. Côté fonds, en fiscalité, en immobilier, dans la vie, il y a rarement 100% de vérité. J'ai envie de dire que la fiscalité, c'est assez binaire. Si tu ne payes pas ta TVA, tu fais de la fraude fiscale. L'excuse, oui, border, c'est les grosses sociétés. Là, c'est incontestable. Donc, bon, tu peux dire ce que tu veux. Je préfère les ignorer. Donc, tu ne veux pas monter en compétence vis-à-vis de ta communauté. Tu ne veux pas monter en compétence pour apporter plus de valeur à ta communauté. Donc en fait, ta communauté, tu n'en as rien à branler. Tout ce qui compte, c'est faire des posts et faire de la vue sans que ce que tu partages soit de qualité. C'est ça que ça veut dire chez moi. Je suis loin d'être le meilleur, je me trompe, je continue d'avancer. Oui, tu te trompes, reconnaître de s'être trompé et avancer en disant « Ah ben effectivement, je me suis trompé, je ne savais pas ça, peut-être que j'ai mal compris », aurait été une preuve d'intelligence. Mais non, il faut bloquer, il faut interdire. Toi qui me détestes, qui viens m'agresser, ce n'est pas grave, je te pardonne. Alors, j'ai aucune détestation à ton égard. Je t'ai pas agressé. Mais je te remercie de me pardonner. Je pense que tu comprendras que je préfère pas échanger avec toi maintenant. Et j'aime bien la photo Happy Sexy Millionnaire. C'est Jean-Michel, I love myself, quoi. Donc, ça, c'est
c'est des choses qui, quelquefois, peuvent décourager les gens, notamment lorsque vous avez des communautés qui sont beaucoup plus faibles. Ça peut être un complexe lorsqu'une personne comme ça répond. Alors, moi, je n'ai pas de complexe par rapport à ça. C'est pas parce qu'il a 45 000 vues et que c'est une top voice que je ne vais pas le reprendre pour dire de la merde. C'est pas parce qu'il a 300 000 abonnés sur Internet et 150 000 abonnés sur LinkedIn que je ne vais pas m'interdire de faire un contenu pour expliquer et apporter de la valeur sur les erreurs que la personne a faites. Donc, se prendre l'étiquette du hater, il faut savoir en rigoler parce que C'est quand même marrant d'être un haters. le haters sur Internet, c'est le mec qui va t'insulter, c'est le mec à qui tu, sans aucune raison, hein. Là, on n'a ni insulté, on a juste commenté ton post. Tu as plus un comportement de haters toi que l'inverse. Ça peut arriver facilement, il faut l'accepter, il faut embrasser, recevoir cette position de haters. Parce que si tu veux porter de la qualité et quelquefois insister sur certains points, cette étiquette, tu l'auras automatiquement, même si elle n'est pas vraie. Et je remercie Cédric de la chaîne Youmento à qui je dédie cette partie, qui avait sur un post d'Oussama Hamar qui voulait faire un contenu que j'avais trouvé très intelligent. Il appelait ça l'arène, c'est où il recevait le haters, enfin ces haters, et où ils échangeaient pendant 1 heure, sans montage, sans coupure, sans short. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante. C'est un podcast comme ça, c'est très intéressant comme format, et je pense que ce format aurait plu énormément. Et j'avais été tagué dessus parce que j'avais fait des vidéos sur Oussama et j'avais expliqué sur Oussama. Donc j'avais été catalogué immédiatement à haters et je m'étais retrouvé tagué 10 fois sur le post LinkedIn. Je pense que j'étais la personne qui avait été le plus taguée. Et Cédric avait dit, il m'avait tagué en disant que c'était pour moi, mais il insistait sur la notion, il faut faire la différence entre un contradicteur et un haters. Le contradicteur s'attaque aux idées, ne s'attaque pas à l'homme. Et ça, c'est très important. Et ce que je n'ai fait, c'est ne m'attaquer qu'à tes idées, mon cher Victor. Je ne me suis pas attaqué à ta personne. Si tu n'arrives pas à faire la différence, c'est un peu inquiétant. Il est de si bonne compagnie qu'il se quitte sur ce petit drama, mais qui a pour but déjà de faire du contenu, puisque en tant que créateur de contenu, il faut créer du contenu, donc il faut chercher les opportunités à créer du contenu. Je l'assume totalement, mais je veux m'en servir pour apporter de la valeur et permettre à des gens de ne pas avoir peur, de passer derrière l'écran, de créer du contenu, même si il faut s'attendre à ce genre de reproches, ce genre d'étiquetage qui peut être particulièrement désagréable, même si ça fait rien, mais d'être réduit par mauvaise foi, c'est excessivement énervant. Lorsque vous vous lancez sur Internet, ne cherchez pas absolument le nombre de vues. Il vaut mieux être vu par 10 clients qui ont un énorme pouvoir d'achat que par 10 000 ados prépubères et puceaux qui n'achèteront jamais rien. Courir après un nombre de vues, c'est un peu comme courir après le cash flow en immobilier. C'est une course qui est perdue d'avance et qui va te faire prendre tous les mauvais chemins, puisque sur le long terme, c'est pas une bonne stratégie. C'est vraiment pas une bonne stratégie. Si par exemple, je reprends l'exemple du vin que j'ai cité au début, si j'avais fait la sangria avec le Pétrus et la vidéo sur ça, j'aurais attiré énormément de gens, mais je me serais mis à dos automatiquement les amateurs de vin, et c'était à ces personnes-là que je m'adressais. C'est-à-dire que pour faire des vues qui m'auraient rien rapporté, ben, je me serais retrouvé à me foutre à dos la target que je visais. Donc, ne visez pas le nombre de vues, c'est pas l'élément le plus important lorsque vous servez du contenu pour prospecter vos produits, pour communiquer avec votre clientèle, pour échanger avec votre clientèle. Le plus important, c'est la clientèle. Être un contradicteur n'est pas être un Hater. C'est très important de le rappeler. Il ne faut pas avoir peur de relever les inepties des gens sur votre niche, sur votre domaine de compétences et de fonctionner par contre-référence. Fonctionner par contre-référence, c'est beaucoup plus utile de prendre l'exemple de quelqu'un et d'expliquer ses erreurs que d'être théorique. C'est bête, mais ça permet de mieux comprendre. Donc si quelquefois vous avez une personne
y compris des gros influenceurs comme on a dans l'exemple, même si vous avez ça en face, n'hésitez pas à relever leurs inepties et à y apporter de la valeur. Battez-vous contre leurs idées, pas contre eux. Personnellement, je n'ai pas peur de citer, je n'ai pas peur de mettre le visage, je n'ai pas peur de l'expliquer. Après, si les gens sont trop cons pour ne pas faire la distinction, cela tombe bien, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas la cible des personnes que je cherche. Et en dernier, et je trouve que c'est très important, et je vais vraiment insister sur ça, c'est que votre réputation est un actif sur lequel il est nécessaire d'appliquer la théorie des effets composés. Et la réputation, et je vais citer un livre qui conceptualise cette notion parfaitement, c'est l'Almanach. Alors, il faut savoir qu'on va publier prochainement sur le podcast 10 millions. Faites entrer le pur sang sur l'Almanach où nous serons 4 personnes. Faites entrer le pur sang, c'est notre chronique où on prend un livre, on ne se contente pas de faire un résumé du livre. On se concentre à faire une extraction stratégique des concepts du livre et voir comment on peut les adapter dans le business ou comment on peut se servir de nos business comme un exemple. Et Naval Ravikant, dans le livre, met l'accent sur l'importance cruciale de la réputation dans les affaires et dans la vie personnelle. En le considérant comme un atout principal, l'atout des plus précieux qu'une personne puisse posséder, elle peut ouvrir des portes et offrir des opportunités qui seraient autrement inaccessibles. Ça nécessite une construction patiente, ça prend du temps, cela nécessite une accumulation constante d'actes honnêtes et intègres. Chaque interaction est une opportunité de renforcer ou de ternir votre réputation. Dans l'exemple de Victor Lora, il a plus terni sa réputation en allant chercher des vues. Et c'est un actif excessivement fragile parce que contrairement à la construction, détruire une réputation peut se faire très rapidement, souvent à un seul acte égoïste ou malhonnête. J'ai commencé par égoïste parce que égoïste peut être un acte, par exemple, pour faire de la vue, pour attirer les gens et raconter n'importe quoi. Il faut donc agir avec une prudence et une intégrité de tout temps. Et je trouve ça particulièrement important et que pour maintenir la bonne réputation, il est essentiel que vos actions soient en accord avec vos paroles et vos valeurs. L'authenticité et la transparence sont la clé. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous allez faire de la création de contenu, vous pouvez évoluer, changer de registre. Et au final, il faut que tout le temps, votre discours soit exactement le même. Par exemple, je vais prendre un exemple de l'expatriation sur la Thaïlande. Moi, je disais tout le temps, ne basez pas votre stratégie sur un certain laxisme. Ça évoluera. La question, c'est pas est-ce que ça va évoluer, c'est le quand cela va évoluer. Et là, 2024, on a toutes les personnes qui étaient en Thaïlande, qui commencent à être paniquées à cause du laxisme, qui sont en train de partir, qui reculent en fait pour moins bien sauter. Le discours a toujours été le même. Ne vous basez pas sur des failles. Lorsque vous êtes entrepreneur, on a besoin de 10 ans pour s'enrichir rapidement. Et ça, c'est très important. Et dans l'Almanach, il avait également appliqué, je trouve ça d'une pertinence incroyable, la théorie des effets composés à la réputation. Et ça, c'est hors du commun et je trouve que c'est parfait. Ou en résumé, il avait expliqué que la réputation était effectivement une construction patiente et l'entretien d'une bonne réputation, c'est des petits actes quotidiens qui sont essentiels pour un succès à long terme et que de petits efforts constants peuvent conduire à des résultats exponentiels grâce au seul intérêt composé appliqué à la réputation. Même si cela prend du temps à construire, une réputation est sans doute l'actif le plus antifragile d'un entrepreneur. Et je finirai sur ça en te souhaitant une excellente journée, en te souhaitant une excellente soirée et en espérant que cela ait pu t'apporter de la valeur. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Moi, je veux savoir également. Suis-je un hater ? Ou un simple contradicteur. Ciao, ciao.